En 1853, les autorités coloniales de Santiago de Cuba ouvrirent une malle scellée depuis 6 ans dans les archives du diocèse. À l'intérieur, ils découvrirent 18 actes de décès datés de la même semaine de janvier 1851, tous rédigés par le même prêtre, tous concernant des hommes âgés de 20 à 35 ans, tous morts dans des circonstances décrites comme des accidents de travail sur la même plantation sucrière. Ce qui glaça le sang des enquêteurs ne fut pas le nombre de morts, fréquent dans les exploitations de l'époque, mais une note manuscrite glissée entre les documents d'une écriture tremblante qui ne contenait que ces mots « Que Dieu me pardonne, je n'ai rien pu faire, elle les a tous gardés pour elle ». Avant de poursuivre cette histoire qui va vous glacer le sang, je vous invite à vous abonner à cette chaîne pour ne manquer aucun de nos récits historiques troublants. Et dites-moi en commentaire de quelle ville vous nous écoutez en ce moment. Maintenant, laissez-moi vous raconter ce qui s'est vraiment passé dans cette plantation isolée de l'Est de Cuba, et pourquoi cette histoire fut enterrée pendant des décennies. L'année 1847 marquait l'apogée de la production sucrière à Cuba. L'île demeurait la dernière grande colonie espagnole des Amériques, et son économie reposait entièrement sur le labeur de centaines de milliers d'esclaves africains arrachés à leur continent. Dans les provinces orientales, loin des regards de la Havane, s'étendaient d'immenses domaines sucriers où le pouvoir des propriétaires était absolu, presque féodal. Les plantations les plus reculées fonctionnaient comme de petits royaumes isolés, gouvernés par des codes d'honneur espagnols rigides et une hiérarchie sociale implacable. La plantation San Rafael se situait à environ 4 lieues au nord-est de Santiago de Cuba, dans une vallée fertile coincée entre 2 chaînes de collines couvertes de végétation tropicale dense. Le domaine s'étendait sur plus de 200 hectares de terres cultivables, avec au centre un ensemble de bâtiments comprenant la grande maison, les entrepôts, le moulin à sucre, les cases des esclaves et une petite chapelle privée. Un chemin de terre rouge, souvent impraticable pendant la saison des pluies, reliait la plantation à la ville la plus proche, un trajet qui prenait une journée entière à cheval. La région vivait selon les règles strictes de la société coloniale espagnole. Les femmes blanches, particulièrement les veuves, devaient observer une réclusion presque monastique et une conduite irréprochable. Toute transgression des codes moraux entraînait un ostracisme social immédiat et définitif. Le rôle d'une veuve de bonne famille consistait à gérer ses biens avec discrétion, sous la supervision d'un tuteur masculin, et à mener une existence effacée consacrée à la prière et à la mémoire de son défunt époux. L'idée qu'une femme puisse exercer un pouvoir direct sur des hommes, esclaves ou non, heurtait profondément les sensibilités de l'époque. Don Rodrigo Valverde avait acquis San Rafael en 1838. Originaire d'une famille de commerçants enrichis de Séville, il avait traversé l'Atlantique avec l'ambition de bâtir un empire sucrier. Homme austère et méthodique, il gérait sa plantation avec une efficacité froide, mais sans cruauté excessive, selon les standards de l'époque. Il employait un contremaître mulâtre nommé Vicente pour superviser le travail quotidien et un comptable créole pour tenir les registres. Sa réputation était celle d'un homme juste mais distant qui entretenait peu de relations sociales au-delà des nécessités commerciales. En 1843, lors d'un de ses rares séjours à Santiago, Rodrigo avait épousé Inés Salazar, fille cadette d'une famille noble appauvrie. Elle avait 19 ans, lui en avait 42. Le mariage, arrangé par les familles, répondait aux besoins de chacun. Rodrigo cherchait une épouse de bonne naissance pour asseoir sa position sociale, et les Salazar espéraient une alliance avec un homme riche, même si sa fortune venait du commerce et non du sang. Inès était décrite par ses contemporains comme une jeune femme d'une beauté troublante, mais d'une nature réservée, presque mélancolique. Grande et mince, avec des cheveux noirs qui cascadaient jusqu'à sa taille et des yeux d'un vert inhabituel, elle possédait une présence qui ne passait pas inaperçue, malgré sa discrétion affectée. Après le mariage, Inès quitta la maison familiale de Santiago pour s'installer à San Rafael. Les premiers mois furent marqués par un isolement pesant. La plantation,
situé dans cette vallée reculée, offrait peu de distractions. Les visites étaient rares, se limitant aux prêtres qui venaient célébrer la messe une fois par mois et à quelques propriétaires voisins lors d'occasions spéciales. Rodrigo passait ses journées à superviser les opérations, laissant Inès dans la grande maison avec les esclaves domestiques pour seule compagnie. La grande maison de San Rafael reflétait les ambitions de Rodrigo. Construite en pierre blanchie à la chaux, elle s'élevait sur 2 niveaux avec une large véranda courant sur toute la façade. L'architecture mêlait le style colonial espagnol traditionnel et quelques touches de modernité importées d'Europe. Les pièces, spacieuses, étaient meublées avec un certain luxe, des tables en acajou massif, des fauteuils capitonnés de velours, des miroirs importés de France, des candélabres en argent. Au premier étage se trouvaient les chambres privées, dont celle du couple, vaste et lumineuse, donnant sur les champs de canne à sucre qui s'étendaient à perte de vue. Les esclaves de San Rafael formaient une communauté d'environ 60 personnes, la plupart d'origine africaine, amenées à Cuba par les réseaux de traite qui continuaient clandestinement malgré les interdictions officielles. Ils vivaient dans des cases alignées à l'écart de la grande maison, des structures de bois et de terre battues où s'entassaient familles et individus isolés. Leur quotidien suivait le rythme implacable de la production sucrière. Lever avant l'aube, travail dans les champs sous la chaleur écrasante. Retour au crépuscule pour un maigre repas, puis sommeil épuisé avant que le cycle ne reprenne. Parmi ces esclaves, 18 étaient des hommes jeunes, dans la force de l'âge, acquis par Rodrigo au cours des 5 dernières années. Il avait une préférence pour les hommes robustes, capables de supporter les travaux les plus pénibles, couper la canne, transporter les charges, faire fonctionner le moulin. Certains venaient directement d'Afrique et parlaient à peine l'espagnol. D'autres étaient nés à Cuba et comprenaient parfaitement les codes de la société qui les opprimait. Leurs noms avaient été hispanisés lors de leur acquisition. Manuel, Diego, Tomás, Rafael, Santiago, Pedro, Miguel, Francisco, Antonio, Luis, Carlos, Fernando, Andrés, Mateo, Pablo, Sébastien, Domingo et Joaquín. Rodrigo tenait un registre méticuleux de ses esclaves, notant leur âge, leur provenance, leurs compétences et leur état de santé. Ce registre, qui sera retrouvé plus tard, révèle une attention particulière portée à ces 18 hommes. Il les avait payés plus cher que la moyenne, choisissant spécifiquement des individus sans famille sur place, sans attache, qui pourraient compliquer leur gestion. Cette particularité, qui semblait logique d'un point de vue purement économique, prendrait une dimension sinistre à la lumière des événements à venir. La vie à San Rafael suivait son cours monotone jusqu'en août 1847. Rodrigo, toujours soucieux d'améliorer son rendement, avait entrepris l'expansion de ses champs de canne vers le nord de la propriété. Le travail était éreintant. Il fallait d'abord défricher la jungle dense, arracher les racines, niveler le terrain, puis planter les jeunes cannes. Les hommes travaillaient du lever au coucher du soleil, sous la surveillance de Vicente qui faisait claquer son fouet, plus pour intimider que pour punir. Inès, de son côté, vivait recluse dans la grande maison. Elle apparaissait parfois sur la véranda, observant les champs d'un regard vide. Les esclaves domestiques qui la servaient la décrivaient comme une présence fantomatique, parlant peu, souriant rarement, passant ses journées à lire, broder ou fixer l'horizon. Sa relation avec Rodrigo semblait formelle, dénuée de chaleur. Ils prenaient leur repas ensemble dans un silence pesant, lui parlant de ses comptes et de ses projets, elle acquiesçant poliment sans manifester d'intérêt réel. Le 23 août 1847, Rodrigo Valverde se rendit à Santiago pour régler des affaires commerciales et acheter des outils agricoles. Il comptait s'absenter 4 jours, une durée habituelle pour ce type de voyage. Avant de partir, il donna ses instructions à Vicente, confia les clés des entrepôts au comptable et dit à Inès de ne s'inquiéter de rien, qu'il serait de retour avant la fin de la semaine. Ce fut la dernière fois qu'on le vit vivant. Le 27 août, en fin d'après-midi, Vicente galopa jusqu'à la grande maison dans un état de panique visible.
Il demanda à parler immédiatement à Inès. Lorsqu'elle apparut sur la véranda, pâle et interrogative, il lui annonça d'une voix étranglée qu'on avait retrouvé Don Rodrigo mort au bord du chemin, à mi-distance entre San Rafael et Santiago. Son cheval avait été découvert errant, et le corps de Rodrigo gisait dans un fossé, le crâne fracassé contre un rocher. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre dans la plantation. Les esclaves se rassemblèrent en petits groupes, chuchotant entre eux. Les domestiques accoururent vers la grande maison. Inès, selon les témoignages, reçut la nouvelle avec un calme troublant. Elle ne pleura pas, ne cria pas, ne s'évanouit pas comme on aurait pu l'attendre d'une jeune épouse de bonne famille. Elle resta immobile quelques instants, sa main serrant la balustrade de la véranda. Puis elle demanda d'une voix ferme qu'on ramène le corps à San Rafael et qu'on prévienne les autorités et le prêtre. Le corps fut transporté jusqu'à la plantation dans une charrette. Lorsqu'on le déposa dans le salon de la grande maison, plusieurs détails frappèrent ceux qui le virent. Rodrigo portait encore tous ses effets personnels, sa montre en or, sa bourse contenant une somme importante, ses documents. L'hypothèse du brigandage fut immédiatement écartée. La blessure à la tête était massive, cohérente avec une chute de cheval suivie d'un impact violent contre les rochers qui bordaient le chemin. Son cheval, retrouvé à quelques centaines de mètres, ne portait aucune marque de violence, mais semblait avoir été effrayé par quelque chose. Le juge local, Don Américo Castañeda, se rendit à San Rafael le lendemain. C'était un homme corpulent d'une 50aine d'années, connu pour son pragmatisme et sa tendance à clore rapidement les affaires qui ne présentaient pas d'enjeux politiques. Il examina le corps, interrogea Vicente et quelques esclaves qui travaillaient près du chemin ce jour-là et conclut à un accident. Les chemins de la région étaient dangereux, particulièrement après les pluies qui avaient détrempé le sol la semaine précédente. Rodrigo avait dû pousser son cheval, l'animal avait glissé ou trébuché et le cavalier avait été projeté contre les rochers. Un accident tragique mais malheureusement banal dans ces contrées isolées. Inès assista à l'enquête sommaire sans prononcer un mot. Vêtue de noir de la tête aux pieds, voilée, elle présentait l'image parfaite de la veuve éplorée. Pourtant, certains remarquèrent l'absence de larmes, la rigidité de son maintien et surtout l'intensité étrange de son regard lorsqu'elle écoutait les témoignages. Le père Thomas, le prêtre qui desservait la paroisse, célébra les funérailles 2 jours plus tard. Rodrigo fut enterré dans le petit cimetière privé de San Rafael, près de la chapelle. Seuls quelques propriétaires voisins et les esclaves de la plantation assistèrent à la cérémonie. Selon les usages de l'époque, Inès aurait dû retourner vivre chez sa famille à Santiago, au moins pendant la période de deuil. Une jeune veuve sans enfant ne pouvait décemment rester seule dans une plantation isolée. Plusieurs membres de la famille Salazar vinrent à San Rafael après les funérailles pour la ramener avec eux. Mais Inès refusa. Elle déclara qu'elle souhaitait honorer la mémoire de son époux en préservant son œuvre, en continuant à faire prospérer San Rafael. Son oncle Don Felipe Salazar tenta de la raisonner, évoquant les convenances, les dangers, l'impossibilité pour une femme de gérer seule un domaine de cette taille. Inès demeura inflexible. Ce qui surprit davantage encore fut ce qui suivit. 3 jours après les funérailles, Inès convoqua Vicente dans la grande maison. L'entrevue dura plus d'1 heure. Lorsque le contremaître ressortit, son visage exprimait une confusion totale. Il se rendit directement aux cases des esclaves et annonça que désormais, les 18 hommes jeunes que Rodrigo avait spécifiquement acquis ne travailleraient plus au champ. Il devait se présenter à la grande maison dès le lendemain matin. La stupéfaction fut générale. Que pouvait bien vouloir la veuve de ces hommes? Certains craignirent qu'elle ne les vende pour se débarrasser des bouches à nourrir. D'autres imaginèrent qu'elle avait d'autres tâches en tête, peut-être des travaux de construction ou d'entretien autour de la grande maison. Personne, à ce moment-là, ne pouvait concevoir ce qui allait réellement se passer. Le lendemain matin, les 18 hommes se présentèrent devant la grande maison.
Inès les fit entrer un par un dans le salon, une pièce vaste meublée de fauteuils en cuir et décorée de tableaux représentant des scènes de chasse. Elle les examina longuement, en silence, marchant autour d'eux comme un général inspectant ses troupes. Puis elle leur expliqua d'une voix calme mais autoritaire qu'ils allaient désormais vivre dans la grande maison. Des chambres leur seraient attribuées au rez-de-chaussée, dans l'aile ouest du bâtiment, habituellement réservée aux invités et aux domestiques de confiance. Ils recevraient de nouveaux vêtements, mangeraient une nourriture améliorée et n'auraient plus à effectuer les travaux éreintants des champs. Les hommes se regardèrent, incrédules. Était-ce une ruse? Un piège? Dans leur expérience de l'esclavage, toute amélioration apparente cachait toujours une cruauté plus raffinée. Mais Inès ne leur laissa pas le temps de réfléchir. Elle claqua des doigts et 2 esclaves domestiques apparurent, portant des brassées de vêtements propres. Elle ordonna aux 18 hommes de se laver, de se changer et de s'installer dans leur nouvelle chambre avant le coucher du soleil. Vicente, qui assistait à la scène depuis le seuil du salon, osa demander à Inès quelle serait la fonction de ces hommes. Allaient-ils devenir des domestiques? Des gardes? La réponse d'Inès le figea sur place. Elle se tourna vers lui et avec un sourire qui ne montait pas jusqu'à ses yeux, elle déclara « Leur fonction est de me tenir compagnie. Une veuve ne devrait pas vivre seule dans une maison aussi grande. Vous continuerez à superviser les autres esclaves au champ, Vicente. Ces 18 hommes relèvent désormais de mon autorité exclusive. Vous n'avez aucune raison de vous préoccuper d'eux. » Ce fut le premier signe que quelque chose d'anormal se tramait à San Rafael. Vicente, homme d'expérience qui avait passé toute sa vie dans les plantations, sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine. Il connaissait les codes, les hiérarchies, les règles tacites qui gouvernaient ces mondes clos. Et ce que venait d'annoncer Inès transgressait toutes ces règles. Une femme blanche, de surcroît veuve et de bonne famille, ne pouvait pas s'entourer d'hommes esclaves de cette manière. C'était impensable, scandaleux, contraire à toutes les convenances. Mais il se tut. Qui était-il pour défier la maîtresse de San Rafael? Les semaines qui suivirent virent San Rafael se transformer en un lieu étrange, presque irréel. Les 18 hommes emménagèrent dans l'aile ouest de la grande maison, chacun recevant une chambre individuelle. Un luxe inimaginable pour des esclaves habitués à dormir entassés dans des cases communes. Les chambres, bien que modestes par rapport aux standards des propriétaires blancs, disposaient d'un vrai lit avec matelas, d'une commode, d'une bassine pour se laver, et même de petites fenêtres donnant sur les jardins intérieurs. Inès fit confectionner pour eux des vêtements de meilleure qualité que les haillons habituels des esclaves des champs. Des chemises en coton blanc, des pantalons de toile résistantes mais propres, des chaussures de cuir. Elle ordonna qu'on leur serve 3 repas par jour, non pas les restes et la bouillie de maïs distribués aux autres esclaves, mais de la vraie nourriture, du porc, du poulet, du riz, des haricots, des fruits frais. Les 18 hommes, après des semaines de ce régime, commencèrent à reprendre des forces, à perdre la maigreur et l'épuisement qui marquaient habituellement les esclaves de plantation. Mais ces améliorations matérielles avaient un prix, et ce prix devint rapidement évident pour les observateurs extérieurs. Inès exigeait leur présence constante. Ils devaient se tenir à sa disposition jour et nuit. Le matin, certains l'accompagnaient lors de ses promenades dans les jardins. L'après-midi, d'autres devaient rester dans le salon pendant qu'elle lisait, jouait du piano ou s'occupait à diverses activités. Le soir, elle dînait entourée de plusieurs d'entre eux qui se tenaient debout près de la table, prêts à répondre à ses moindres demandes. Les esclaves domestiques qui travaillaient dans la grande maison commencèrent à chuchoter. Ils racontaient que la nuit, ils entendaient des bruits étranges venant de l'aile ouest, des portes qui s'ouvraient et se fermaient, des pas dans les couloirs, des murmures. Certains jurèrent avoir vu Inès, en chemise de nuit, se glisser dans les chambres des hommes aux heures les plus sombres de la nuit. D'autres affirmèrent avoir surpris des scènes troublantes dans le salon. Inès assise dans son fauteuil, un ou plusieurs des 18 hommes agenouillés à ses pieds, elle leur caressant les cheveux ou le visage avec une familiarité qui glaçait le sang.
Vicente, de plus en plus mal à l'aise, tenta à plusieurs reprises d'aborder le sujet avec Inès. Mais chaque fois qu'il approchait de la grande maison avec l'intention de lui parler, il se heurtait à un mur invisible. Inès avait donné des ordres stricts. Personne, absolument personne, n'était autorisé à entrer dans la grande maison sans son autorisation expresse. Les esclaves domestiques eux-mêmes devaient frapper et attendre qu'on vienne leur ouvrir avant d'effectuer leur tâche de nettoyage et de service. La grande maison devenait un sanctuaire fermé, un espace où les règles normales ne s'appliquaient plus. Les rumeurs se répandirent au-delà de San Rafael. Les quelques propriétaires voisins qui entretenaient des relations commerciales avec la plantation commencèrent à entendre des histoires. On parlait de la jeune veuve qui vivait entourée d'une garde rapprochée d'esclaves mâles. On murmurait qu'elle avait perdu la raison dans son chagrin. On insinuait, avec une gêne pudique mais une curiosité avide, qu'il se passait des choses contre nature dans cette maison isolée. En octobre 1847, le père Thomas décida de rendre une visite pastorale à San Rafael. C'était un homme dans la soixantaine, dévoué à sa mission mais conscient des réalités complexes de son diocèse. Il avait appris à fermer les yeux sur certaines pratiques courantes dans les plantations, les relations illicites entre maîtres et esclaves femmes, les châtiments excessifs, les arrangements qui n'auraient jamais été tolérés en ville. Mais ce qu'on racontait sur Inès dépassait les limites de ce qu'il pouvait ignorer. Lorsqu'il arriva à San Rafael, on le fit attendre près d'1 heure avant qu'Inès ne consente à le recevoir. Elle apparut enfin dans le salon, vêtue d'une robe noire stricte qui contrastait avec l'éclat inhabituel de son regard. Le père Thomas fut immédiatement frappé par sa transformation. La jeune femme mélancolique et effacée qu'il avait connue avait laissé place à une créature différente, plus vivante, plus présente, mais avec quelque chose de dérangeant dans son intensité. Le prêtre tenta d'aborder délicatement le sujet. Il parla des convenances, du devoir d'une veuve chrétienne, de l'importance de préserver sa réputation. Inès l'écouta avec un sourire énigmatique. Lorsqu'il eut terminé, elle répondit d'une voix posée qu'elle ne voyait rien de répréhensible dans sa conduite. Elle gérait son domaine comme elle l'entendait. Les esclaves étaient sa propriété, acquis légalement par son défunt époux et désormais hérité par elle. Elle était libre d'organiser leur travail et leur vie comme bon lui semblait. Quant aux rumeurs, elles émanaient forcément d'esprits mal intentionnés et jaloux. Le père Thomas insista. Il évoqua les lois divines, la morale chrétienne, le péché. Inès le regarda droit dans les yeux et lui demanda de quel péché précisément il l'accusait. Avait-il des preuves de quoi que ce soit? Avait-il été témoin de comportements répréhensibles? Le prêtre dut admettre que non, il n'avait que des on-dit, des rumeurs invérifiables. Inès sourit de nouveau et déclara que dans ce cas, il ne pouvait la condamner sur la base de ragots sans fondement. Elle le raccompagna jusqu'à la porte avec une politesse glaciale. Le père Thomas repartit troublé. Il avait la certitude que quelque chose de profondément malsain se déroulait à San Rafael, mais il n'avait aucune preuve tangible, aucun moyen d'agir. Dans sa correspondance avec l'évêché de Santiago, retrouvée des années plus tard, il écrivit « Je crains pour l'âme de cette jeune femme. Il y a dans ses yeux une flamme qui n'a rien de chrétien. Mais que puis-je faire sans preuve? Les lois des hommes et de Dieu semblent impuissantes face à ce qui se trame dans cette maison maudite. » Pendant ce temps, dans les cases des autres esclaves de San Rafael, une atmosphère étrange s'était installée. Les 18 hommes qui vivaient désormais dans la grande maison étaient devenus des figures à part, presque mythiques. Les autres esclaves les voyaient peu, seulement lorsqu'ils sortaient pour prendre l'air ou se promener dans les jardins. Toujours impeccablement vêtus, l'air bien nourri, presque détendu. Cette vision créait un mélange d'envie, de perplexité et de malaise. Certains esclaves plus anciens tentèrent de parler avec les 18, de comprendre ce qui se passait réellement dans la grande maison. Mais ces derniers restaient évasifs. Ils affirmaient que tout allait bien, qu'ils étaient bien traités, qu'ils devaient simplement se tenir à disposition de la maîtresse pour diverses tâches domestiques. Quand on insistait, quand on leur demandait pourquoi ils semblaient si nerveux,
Pourquoi il ne souriait jamais vraiment? Pourquoi certains avaient parfois des marques étranges sur le cou ou les poignets? Il détournait le regard et changeait de sujet. La vérité, que personne ne pouvait encore articuler clairement, était que San Rafael était devenu le théâtre d'une inversion de pouvoir si radicale, si contraire à l'ordre social établi, qu'elle en devenait presque impensable. Dans une société où les femmes blanches étaient censées être des créatures fragiles et pures, où les hommes noirs n'étaient que des outils de travail, Inès avait créé un monde à son image, un monde où elle exerçait un pouvoir absolu sur ces 18 corps masculins qu'elle avait retirés des champs pour les garder auprès d'elle. En novembre 1847, Don Felipe Salazar, oncle d'Inès, décida de prendre les choses en main. Les rumeurs qui circulaient à Santiago devenaient trop insistantes pour être ignorées. L'honneur de la famille Salazar était en jeu. Il se rendit à San Rafael accompagné de son fils aîné, Don Rodrigo Salazar, jeune homme de 25 ans fraîchement diplômé en droit de l'université de Séville. Leur arrivée souleva un certain émoi dans la plantation. Vicente les accueillit avec soulagement, espérant que la présence de membres masculins de la famille remettrait de l'ordre dans la situation. Les deux hommes furent introduits dans le salon de la grande maison où Inès les attendait, assise dans un fauteuil haut, vêtue d'une robe de velours noir qui accentuait sa pâleur et l'intensité de son regard vert. La conversation commença avec les politesses d'usage, mais Don Felipe en vint rapidement au fait. Il évoqua les rumeurs, l'inquiétude de la famille, la nécessité pour Inès de rentrer à Santiago où elle serait protégée et où l'on pourrait veiller sur elle convenablement. Inès écouta sans broncher. Lorsque son oncle eut terminé, elle répondit avec une fermeté qui les surprit tous deux. Elle déclara qu'elle était majeure, veuve et propriétaire légitime de San Rafael. Les lois espagnoles, en vigueur à Cuba, lui donnaient le droit de gérer ses biens comme elle l'entendait. Elle n'avait commis aucun crime, enfreint aucune loi. Les rumeurs n'étaient que les fantasmes d'esprits oisifs. Si sa famille souhaitait la déshériter ou rompre les liens avec elle, c'était leur droit, mais elle ne quitterait pas San Rafael. Don Rodrigo, le jeune juriste, tenta une approche différente. Il évoqua les aspects pratiques, les risques qu'une femme seule prenait en vivant isolée avec une main-d'œuvre servile qui pourrait se rebeller. Il suggéra qu'au minimum, elle devrait engager un administrateur masculin pour superviser les opérations de la plantation. Inès balaya l'argument d'un geste de la main. Vicente s'occupait parfaitement de la gestion des champs, elle-même supervisait le reste. Aucun administrateur n'était nécessaire. Ce qui glaça vraiment les deux hommes fut ce qui se produisit ensuite. Inès claqua des doigts, et 4 des 18 hommes entrèrent dans le salon. Ils étaient grands, musclés, impeccablement habillés. Ils se placèrent derrière le fauteuil d'Inès, silencieux, leurs regards fixés sur les visiteurs avec une intensité dérangeante. Inès expliqua, avec un sourire qui ressemblait à une provocation, que ces hommes constituaient sa garde personnelle, toujours prêts à assurer sa sécurité. Don Felipe et son fils comprirent le message. Ils n'étaient pas les bienvenus. Les Salazar repartirent furieux et humiliés. Dans les jours qui suivirent, Don Felipe consulta plusieurs juristes de Santiago pour explorer les possibilités légales de forcer Inès à quitter San Rafael ou de lui retirer la gestion de ses biens. Mais les réponses furent décevantes. Tant qu'Inès ne commettait pas d'actes ouvertement criminels ou ne tombait pas dans une folie manifeste qui justifierait une mise sous tutelle, elle était légalement dans son droit. La loi protégeait la propriété, même lorsque le propriétaire était une femme, même lorsqu'elle l'utilisait de manière scandaleuse. La frustration de la famille poussa Don Felipe à une démarche plus radicale. Il rencontra le gouverneur de Santiago de Cuba, Don Luis de Peñalver, pour exposer la situation. C'était un pari risqué car cela revenait à rendre public le scandale familial, mais Don Felipe espérait que l'autorité coloniale interviendrait au nom de la morale publique. Le gouverneur écouta avec intérêt. C'était un homme politique pragmatique,
plus préoccupé par la stabilité de la colonie et les revenus fiscaux que par les scandales domestiques. Il promit d'envoyer un de ses assistants enquêter discrètement sur San Rafael. Cet assistant, un fonctionnaire colonial nommé Don Sebastián Ortega, arriva à la plantation début décembre 1847. Don Sebastián était un homme méticuleux, habitué aux enquêtes discrètes sur les plantations de la région. Il avait vu bien des choses au cours de sa carrière, des maîtres cruels qui torturaient leurs esclaves, des complots de rébellion, des détournements massifs, de la contrebande. Il pensait avoir tout vu, mais San Rafael allait le déstabiliser profondément. Il arriva sans prévenir, ce qui lui permit d'observer la plantation sans que tout soit soigneusement mis en scène. Ce qu'il vit dans les premiers instants confirma certaines rumeurs. La grande maison semblait vivre selon des règles différentes du reste de la plantation. Des esclaves bien habillés allaient et venaient, non pas avec l'empressement craintif habituel des serviteurs, mais avec une aisance presque déplacée. Vicente, qui l'interrogea d'abord, parut mal à l'aise, pesant chaque mot, manifestement tiraillé entre loyauté et désir de se confier. Lorsque Don Sebastián fut finalement reçu par Inès, il fut immédiatement frappé par son assurance. Elle ne manifesta aucune nervosité face à l'enquêteur du gouverneur. Au contraire, elle le reçut comme un invité ordinaire, lui offrit du café et des gâteaux et répondit à ses questions avec une franchise désarmante. Oui, elle avait retiré 18 esclaves du travail des champs. Non, ce n'était pas inhabituel. De nombreux propriétaires réservaient certains esclaves pour des tâches domestiques ou spécialisées. Oui, ils vivaient dans la grande maison, car elle avait besoin de personnel disponible à tout moment pour l'entretien de cette grande demeure. Quant aux rumeurs immorales, elles étaient le fruit d'imaginations malsaines. Don Sebastián demanda à visiter l'aile ouest, à rencontrer ses 18 hommes. Inès accepta sans hésitation. Elle le conduisit dans les chambres, toutes impeccablement rangées, puis rassembla les 18 hommes dans la cour intérieure. L'enquêteur les interrogea un par un, leur demandant s'ils étaient maltraités, s'ils subissaient des abus. Les réponses furent unanimes. Non, la maîtresse les traitait bien. Ils étaient nourris, logés. Ils n'avaient pas à se plaindre. Mais Don Sebastián, malgré son expérience, sentait que quelque chose clochait. Les réponses étaient trop uniformes, trop prudentes. Les regards des hommes fuyaient le sien. Il parlait d'une voix monocorde, comme s'il récitait un texte appris par cœur. Et surtout, il remarqua des détails troublants. Des marques sur les poignets de certains, comme s'ils avaient été attachés. Une nervosité palpable lorsqu'Inès s'approchait d'eux. Et cette façon qu'ils avaient de la regarder, mélange de peur, de fascination, et peut-être de quelque chose qui ressemblait à de la résignation. Si cette histoire vous glace le sang jusqu'à présent, mettez un pouce en l'air et dites-moi en commentaire ce que vous pensez qu'il se passe vraiment dans cette plantation. Mais je dois vous prévenir, ce qui va suivre est encore plus troublant. Don Sebastián repartit de San Rafael sans preuve concrète, mais avec une conviction profonde que quelque chose de profondément malsain se déroulait dans cette plantation. Dans son rapport au gouverneur, il écrivit « Je n'ai trouvé aucune preuve formelle d'abus ou de comportement criminel. » Cependant, l'atmosphère qui règne dans cette demeure est des plus malsaines. La veuve Valverde exerce sur ces hommes un pouvoir qui dépasse la simple relation maître-esclave. Il y a dans leurs yeux une résignation qui me rappelle moins les esclaves des champs que les prisonniers d'une geôle invisible. Malheureusement, sans témoignages explicites ou preuves matérielles, aucune action légale ne peut être entreprise. Le gouverneur, confronté à ce rapport ambigu, décida de ne pas intervenir. San Rafael continuait à payer ses taxes, ne présentait aucun risque de rébellion esclave qui aurait pu menacer la région, et ne violait aucune loi claire. Les mœurs privées d'une veuve riche, aussi scandaleuse soit-elle, ne relevaient pas de sa juridiction tant qu'aucun crime patent n'était commis. Il classa l'affaire, conseillant à la famille Salazar de régler cela en privé. Cette décision laissa Inès avec une liberté totale. Elle était désormais certaine que personne n'interviendrait, que San Rafael était devenu son royaume personnel,
où elle pouvait exercer son pouvoir sans contrainte. C'est à partir de ce moment, selon les témoignages recueillis plus tard, que la situation devint véritablement terrifiante. Les mois suivants virent une escalade progressive. Inès devint de plus en plus exigeante avec ses 18 esclaves. Elle établit un système de rotation complexe. Certains devaient rester près d'elle jour et nuit, d'autres avaient des horaires précis pour leur service. Elle organisa la grande maison selon ses désirs, transformant certaines pièces en espaces dont la fonction restait mystérieuse pour les observateurs extérieurs. Les esclaves domestiques, qui continuaient à travailler dans la grande maison, racontèrent des scènes troublantes. Ils parlèrent d'Inès, organisant des dîners où elle était la seule à manger. Entourée des 18 hommes debout autour de la table, qu'elle nourrissait ensuite avec ses propres mains, comme on nourrirait des animaux domestiques. Ils évoquèrent des nuits où la musique du piano résonnait jusqu'à l'aube, accompagnée de voix masculines chantant ou récitant des textes. Ils mentionnèrent des rituels étranges où Inès faisait aligner les hommes dans le salon, marchant devant eux, les inspectant, touchant leur visage, leurs cheveux, leur torse, avec une possessivité dérangeante. Un incident particulier marqua les esprits. En février 1848, un des 18 hommes, nommé Manuel, tenta de s'échapper. Il profita d'un moment d'inattention pour quitter la grande maison et courir vers les collines. Vicente, alerté, organisa une recherche avec quelques esclaves des champs. Ils retrouvèrent Manuel le soir même, caché dans un ravin, tremblant de peur. Lorsqu'ils voulurent le ramener, il se débattit violemment, criant qu'il préférait mourir que retourner dans la maison, qu'elle était folle, qu'elle les gardait prisonniers, qu'elle faisait des choses terribles. Vicente, embarrassé, ne savait que faire. Selon les lois de l'esclavage, un esclave en fuite devait être puni sévèrement pour servir d'exemple. Mais Manuel parlait d'abus de la part de la maîtresse, ce qui compliquait la situation. Il décida de ramener Manuel à la grande maison et de laisser Inès décider du châtiment. Ce qui se passa ensuite fut raconté par plusieurs témoins. Inès reçut Manuel dans le salon, seul avec lui. La conversation dura longtemps, les voix restant trop basses pour que quiconque puisse entendre. Puis Inès fit venir les 17 autres hommes. Elle se tint debout devant eux tous, Manuel agenouillé à ses pieds et prononça un discours dont les grandes lignes furent rapportées par les domestiques qui écoutaient aux portes. Elle leur rappela qu'ils étaient sa propriété, qu'elle avait le droit de vie ou de mort sur eux, qu'elle pouvait les renvoyer au champ où le travail les tuerait en quelques années, ou les vendre à des maîtres beaucoup plus cruels qu'elle. Qu'au contraire, elle leur offrait une vie de confort relatif, loin de l'épuisement des champs. Tout ce qu'elle exigeait en retour était leur obéissance absolue et leur loyauté totale. Manuel, en tentant de fuir, avait trahi cette loyauté. Mais elle était magnanime. Elle lui pardonnait, cette fois. Toutefois, elle exigea que chacun des 18 hommes renouvelle son serment d'obéissance devant elle. Ce qui glaça le sang des domestiques qui espionnaient fut la suite. Un à un, les 18 hommes s'agenouillèrent devant Inès et prononcèrent des formules qui ressemblaient à des vœux. Ils jurèrent de rester auprès d'elle, de ne jamais tenter de fuir, de répondre à tous ses désirs, de garder le silence sur tout ce qui se passait dans la grande maison. Et Inès, en réponse, posa sa main sur la tête de chacun, dans un geste qui évoquait autant la bénédiction que la possession. Après cet incident, Manuel ne tenta plus jamais de s'échapper. Mais ceux qui le virent dans les semaines suivantes remarquèrent un changement radical. L'homme vigoureux et rebelle était devenu une ombre brisée, marchant avec une déférence servile, le regard vide. Quelque chose en lui avait été cassé cette nuit-là dans le salon. Les saisons passèrent. San Rafael continuait à fonctionner. La canne à sucre poussait et était récoltée. Les revenus entraient. Vicente gérait les opérations avec compétence. Mais la grande maison restait un monde à part, impénétrable, gouverné par des règles incompréhensibles pour le monde extérieur. En juillet 1848, le père Thomas retourna à San Rafael pour célébrer la messe mensuelle dans la petite chapelle. Il fut frappé par l'apparence des 18 hommes qui assistaient à l'office. Ils semblaient physiquement en bonne santé,
bien nourris, bien vêtus. Mais leur visage exprimait une résignation profonde, presque une absence. Ils priaient mécaniquement, sans ferveur, comme des automates. Le prêtre tenta de parler avec quelques-uns d'entre eux après la messe, mais ils se dérobèrent, prétextant que la maîtresse les attendait. Le père Thomas essaya une nouvelle fois de parler à Inès. Il fut reçu poliment mais froidement. Il évoqua le salut de son âme, les dangers de l'orgueil et de la domination excessive. Inès l'écouta avec un sourire amusé. Elle lui demanda si l'Église ne prêchait pas l'obéissance des esclaves à leur maître, si Dieu n'avait pas établi la hiérarchie sociale, si les femmes, même, ne devaient pas être soumises. Le prêtre, piégé par sa propre rhéologique, ne sut que répondre. Inès conclut en déclarant qu'elle ne faisait qu'exercer les droits que Dieu et les lois des hommes lui avaient conférés. Le père Thomas repartit avec le sentiment écrasant d'avoir échoué. Dans ses notes personnelles, il écrivit « Cette femme possède une intelligence redoutable et une absence totale de conscience morale. Elle a transformé les enseignements de l'Église en justification de ses propres perversions. Je crains qu'elle ne soit au-delà de tout salut et que ces malheureux hommes ne soient condamnés à vivre un enfer sur terre dont nul ne peut les délivrer. » C'est en décembre 1850 que la situation atteignit son paroxysme. 3 années s'étaient écoulées depuis la mort de Rodrigo Valverde. San Rafael était devenu une légende sombre dans la région, un lieu dont on parlait à voix basse, que les gens respectables évitaient de mentionner en société, mais qui hantait l'imagination collective. Un événement extérieur vint bouleverser l'équilibre précaire. Don Felipe Salazar, l'oncle d'Inès, mourut subitement d'une attaque cardiaque à Santiago. Son fils Rodrigo, désormais chef de famille, décida de faire une dernière tentative pour ramener Inès à la raison. Mais cette fois, il ne venait pas avec des arguments ou des supplications. Il amenait avec lui 2 officiers de la milice coloniale et un notaire. Leur plan était simple: forcer Inès à vendre San Rafael et à retourner vivre en ville sous supervision familiale. Rodrigo avait obtenu du gouverneur, moyennant certaines pressions politiques et financières, un ordre autorisant une inspection complète de la plantation pour vérifier le traitement des esclaves et la gestion des biens. Si des irrégularités étaient trouvées, Inès pourrait être déclarée inapte à gérer ses affaires et mise sous tutelle. L'arrivée de cette délégation officielle créa une agitation immédiate à San Rafael. Vicente, pris entre soulagement et inquiétude, les conduisit à la grande maison. Mais lorsqu'ils voulurent entrer, ils trouvèrent les portes verrouillées de l'intérieur. Rodrigo frappa, exigea qu'on le laisse entrer. Aucune réponse. Il fit le tour de la maison, essayant toutes les portes, toutes les fenêtres. Tout était fermé hermétiquement. Les officiers, face à cette résistance, décidèrent de forcer l'entrée. Ils fracassèrent la porte principale à coups de pied et pénétrèrent dans la grande maison, armes au poing, s'attendant à une confrontation. Ce qu'ils découvrirent les laissa sans voix. Le salon était plongé dans une semi-obscurité, les rideaux tirés ne laissant filtrer qu'une lumière tamisée. Au centre de la pièce, Inès était assise dans son fauteuil habituel, vêtue d'une robe de velours rouge sang, les cheveux dénoués tombant sur ses épaules. Autour d'elle, disposés en cercle, les 18 hommes se tenaient debout, parfaitement immobiles, les yeux fixés sur elle. L'atmosphère était d'une densité suffocante, comme si l'air lui-même était chargé d'une tension invisible. Inès ne manifesta aucune surprise face à l'intrusion. Elle sourit même, d'un sourire lent et froid. Elle demanda d'une voix calme ce qui leur valait cette visite brutale. Rodrigo, reprenant contenance, brandit l'ordre du gouverneur et exigea une inspection complète de la propriété et un entretien avec tous les esclaves. Ce qui se produisit ensuite fut décrit de manière légèrement différente par les différents témoins, mais tous s'accordèrent sur l'essentiel. Inès se leva lentement de son fauteuil. Elle s'avança vers Rodrigo et les officiers, et avec une audace qui les stupéfia, elle déclara qu'ils pouvaient inspecter ce qu'ils voulaient, qu'ils ne trouveraient rien d'illégal. Les esclaves étaient bien traités, bien nourris, correctement logés. Elle n'enfreignait aucune loi.
Quant à la moralité de ces arrangements privés, cela ne concernait personne. Rodrigo, furieux, ordonna aux officiers de rassembler les 18 hommes et de les interroger séparément. Mais lorsque les officiers s'approchèrent, les hommes ne bougèrent pas. Ils restèrent figés, les yeux toujours fixés sur Inès, comme s'ils attendaient un signal d'elle. Un des officiers, exaspéré, saisit le bras de Diego, un des esclaves, pour l'entraîner dehors. Diego résista passivement, son corps devenant soudain d'une rigidité totale. Ce fut le moment où Inès prononça une phrase qui glacerait le sang de tous les présents. « Ils ne vous suivront pas. Ils m'appartiennent d'une manière que vous ne pouvez comprendre. Vous pouvez les battre, les enchaîner, les torturer même. Ils ne parleront pas. Ils ne me trahiront jamais. » La certitude avec laquelle elle prononça ces mots, et surtout la réaction des 18 hommes qui acquiescèrent silencieusement, créa un malaise profond chez les intrus. Rodrigo, désemparé, ordonna une fouille complète de la maison. Les officiers et le notaire passèrent les heures suivantes à inspecter chaque pièce, chaque recoin, cherchant des preuves d'abus, de torture, de pratiques illégales. Ils trouvèrent des choses troublantes. Dans certaines chambres de l'aile ouest, des chaînes étaient fixées au mur, des lanières de cuir pendaient à des crochets. Des objets étranges, dont la fonction restait mystérieuse, étaient rangés dans des coffres. Mais rien qui constitue une preuve irréfutable selon les critères légaux de l'époque. Après tout, les maîtres avaient le droit de punir leurs esclaves, et les instruments de châtiment trouvés n'étaient pas plus cruels que ceux qu'on trouvait dans n'importe quelle plantation. Le notaire interrogea longuement les 18 hommes, un par un. Il leur demanda s'ils étaient maltraités, s'ils souhaitaient porter plainte contre leur maîtresse, s'ils désiraient être vendus à un autre propriétaire. Les réponses furent unanimes et dérangeantes dans leur uniformité. Non, ils n'étaient pas maltraités. Non, ils n'avaient pas de plainte à formuler. Non, ils ne souhaitaient pas être vendus. Ils voulaient rester à San Rafael avec leur maîtresse. Cette loyauté absolue, dans une situation qui semblait objectivement abusive, dérouta complètement les enquêteurs. Comment des hommes, même esclaves, pouvaient-ils défendre leur oppresseur de manière aussi totale? Quel pouvoir Inès exerçait-elle sur eux pour obtenir une telle soumission? Un des officiers, un homme endurci nommé Capitaine Vargas, tenta une approche différente. Il prit à part Manuel, celui qui avait tenté de s'échapper 2 ans plus tôt, et le confronta directement. Il lui dit qu'il connaissait l'histoire de sa tentative de fuite, que son témoignage pourrait libérer tous les autres. Manuel le regarda avec des yeux vides et répondit simplement « Je me suis trompé. Ma place est ici. La maîtresse a été bonne de me pardonner. » Le capitaine Vargas, frustré, haussa le ton. Il accusa Manuel de mentir par peur. Manuel secoua la tête et prononça une phrase énigmatique. « Vous ne comprenez pas. Elle nous a donné quelque chose que personne d'autre ne nous donnerait jamais. Elle nous a rendus indispensables. Dans les champs, nous n'étions que des bêtes de somme interchangeables. Ici, chacun de nous existe pour elle. Nous préférons cet enfer personnel à l'anonymat des champs. » Cette réponse troubla profondément le capitaine. Il y avait dans ces mots une vérité psychologique dérangeante qu'il ne savait comment interpréter. Était-ce une forme de syndrome de Stockholm avant l'heure? Une perversion de la relation maître-esclave poussée à son extrême? Ou quelque chose de plus complexe encore? En fin d'après-midi, épuisé et bredouille, Rodrigo et sa délégation se réunirent dans la cour pour délibérer. Le notaire pragmatique déclara qu'il n'avait aucune preuve légalement recevable. Les esclaves étaient en bonne santé physique, bien nourris, correctement logés. Ils affirmaient tous ne pas être maltraités et ne pas souhaiter changer de situation. Dans ces conditions, aucun tribunal ne déclarerait Inès inapte ou ne remettrait en cause sa gestion de San Rafael. Rodrigo, défait, dut accepter l'évidence. Ils étaient venus avec la certitude de trouver des preuves accablantes, et ils repartaient avec seulement une impression diffuse de malaise et de perversion morale, mais rien de juridiquement exploitable. Inès avait gagné. Avant de partir, Rodrigo affronta une dernière fois sa cousine. Debout face à face dans le salon maintenant éclairé par les dernières lueurs du jour, ils échangèrent des mots qui seraient rapportés plus tard.
Rodrigo lui dit qu'elle était devenue un monstre, que l'isolement et le pouvoir absolu l'avaient corrompue. Inès répondit avec un calme glacial. « Tu te trompes, cousin. Je n'ai pas été corrompu par le pouvoir. J'ai simplement cessé de prétendre. Toutes les femmes de notre classe rêvent secrètement de ce que j'ai osé créer. Mais elles sont trop lâches pour briser les chaînes que la société leur impose. » Rodrigo repartit, sachant qu'il ne reviendrait jamais à San Rafael. Dans les semaines suivantes, la famille Salazar coupa officiellement tous les liens avec Inès. Son nom ne fut plus prononcé dans leur maison. Pour eux, elle était morte. Les mois qui suivirent cette confrontation furent les derniers de l'existence de San Rafael, tel qu'Inès l'avait façonné. Libérée de toute pression extérieure, sachant que plus personne n'interviendrait, Inès intensifia encore son contrôle sur ses 18 esclaves. La grande maison devint un lieu totalement coupé du monde, où plus aucun visiteur n'était admis. Ce qui se passa exactement durant ces derniers mois reste en grande partie mystérieux. Les esclaves des champs voyaient de moins en moins les 18 hommes de la grande maison. Parfois, tard dans la nuit, des bruits étranges s'échappaient des fenêtres closes. De la musique, des chants, des cris qui pouvaient être de plaisir ou de douleur. Vicente lui-même évitait désormais de s'approcher de la grande maison, se contentant de gérer les chants et d'accepter les ordres qu'Inès lui faisait transmettre par des domestiques. En janvier 1851, 3 ans exactement après la mort de Rodrigo Valverde, quelque chose se brisa. Le premier signe fut le silence. Les esclaves des champs remarquèrent qu'aucun bruit ne provenait plus de la grande maison. Pas de musique, pas de mouvement visible aux fenêtres, rien. Vicente, inquiet, attendit 2 jours avant de se décider à aller voir. Il trouva la porte principale de la grande maison entr'ouverte, battant doucement dans le vent. L'intérieur était plongé dans une obscurité presque totale, les rideaux tirés. Une odeur étrange flottait dans l'air, mélange de cire de bougies consumées et de quelque chose d'indéfinissable. Vicente appela, aucune réponse. Il avança prudemment, son cœur battant la chamade. Dans le salon, il découvrit une scène qui le hanterait jusqu'à la fin de ses jours. Les 18 hommes étaient allongés sur le sol, disposés en cercle parfait, les pieds vers le centre. Ils portaient tous des vêtements immaculés, les mains croisées sur la poitrine. Vicente s'approcha terrifié et constata qu'ils étaient tous morts. Leur visage exprimait une paix étrange, presque sereine. Aucune marque de violence visible, aucun signe de lutte. Au centre du cercle, sur le fauteuil habituel d'Inès, reposait une lettre scellée. Vicente, tremblant, la prit mais n'osa pas l'ouvrir. Il ressortit en courant, hurlant pour alerter les autres. Dans les heures qui suivirent, la nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Le père Thomas fut appelé en urgence, ainsi que les autorités de Santiago. L'enquête officielle révéla des faits troublants. Les 18 hommes semblaient être morts par empoisonnement, probablement par ingestion d'une substance toxique mélangée à leur nourriture ou leur boisson. L'autopsie sommaire réalisée sur plusieurs corps ne révéla aucun signe de contrainte. Il semblait qu'ils avaient consommé le poison de leur plein gré, peut-être même en connaissance de cause. Mais ce qui glaça vraiment le sang des enquêteurs fut la découverte dans la cuisine. On y trouva 19 gobelets alignés sur la table, tous contenant des traces de la même substance toxique. 18 avaient été bu jusqu'au fond. Le 19e, celui d'Inès, comme le confirmait une gravure sur l'argent, était plein, intact, posé à part des autres. Inès elle-même avait disparu. On ne trouva aucune trace d'elle dans la grande maison, ni nulle part dans la plantation. Ses vêtements étaient toujours dans son armoire, ses bijoux dans leurs écrins. Seule manquait une simple robe de voyage et quelques effets personnels. La lettre scellée trouvée sur le fauteuil était adressée au père Thomas. Le prêtre l'ouvrit devant les autorités. Elle contenait plusieurs pages d'une écriture fine et régulière. Inès y expliquait que sa vie à San Rafael touchait à sa fin, que son expérience était terminée. Elle écrivait qu'elle avait offert à ses 18 esclaves un choix, rester avec elle jusqu'au bout ou retrouver leur statut d'esclaves ordinaires et retourner au champ.
Elle affirmait qu'ils avaient tous choisi de rester, qu'ils avaient accepté de partager avec elle un dernier banquet, sachant parfaitement ce qu'il contenait. La lettre continuait avec des passages énigmatiques sur la nature du pouvoir, de la possession et de la liberté. Inès écrivait « Ils étaient plus libres dans leur servitude absolue envers moi que dans la servitude anonyme des champs. Je leur ai donné un sens, une existence, une importance. En retour, ils m'ont donné leur loyauté totale. Était-ce de l'amour, de la folie, les deux à la fois? Je ne sais pas, et cela n'a plus d'importance maintenant. » Elle concluait en déclarant qu'elle ne pouvait pas partager leur sort final, qu'elle devait continuer à vivre avec le poids de ce qu'elle avait créé. Elle demandait que les 18 hommes soient enterrés dignement, ensemble, dans le cimetière de San Rafael. Quant à elle, elle disparaissait et priait qu'on ne la cherche pas. Les autorités lancèrent bien sûr des recherches. On interrogea tous les habitants de la région, on fouilla les routes, on questionna les capitaines de navires dans le port de Santiago. Aucune trace d'Inès ne fut jamais trouvée. Elle s'était volatilisée comme un fantôme, laissant derrière elle une énigme sanglante et troublante. Le père Thomas respecta sa dernière volonté. Les 18 hommes furent enterrés ensemble dans un coin isolé du cimetière de San Rafael, sans nom sur les tombes, juste une simple croix de pierre. La plantation fut mise sous séquestre par les autorités, puis vendue aux enchères. La grande maison, devenue un lieu maudit dans l'imaginaire local, fut abandonnée et se délabra rapidement. Dans les années qui suivirent, plusieurs théories émergèrent sur le sort d'Inès. Certains affirmaient l'avoir vue à La Havane, sous un autre nom, vivant de manière modeste. D'autres juraient qu'elle s'était embarquée pour l'Europe, peut-être la France ou l'Italie. Quelques-uns suggérèrent qu'elle s'était suicidée quelque part dans les collines et que son corps n'avait jamais été retrouvé. La vérité ne fut jamais établie. L'affaire San Rafael fut rapidement étouffée par les autorités coloniales. Trop scandaleuse, trop dérangeante, elle menaçait de soulever des questions embarrassantes sur les structures de pouvoir, la nature de l'esclavage et les perversions possibles du système. Les documents furent scellés, les témoins découragés de parler. Le père Thomas, hanté par ce qu'il avait vu et lu, mourut 2 ans plus tard, emportant avec lui de nombreux secrets. La malle retrouvée en 1853 aux archives du diocèse contenait les actes de décès des 18 hommes, tous rédigés par le père Thomas. Mais elle contenait aussi d'autres documents, des confessions d'esclaves recueillies avant les événements tragiques, des lettres de personnes ayant visité San Rafael, et surtout un journal personnel du prêtre où il détaillait ses observations et ses terreurs. Ce journal révélait l'ampleur de ce qui s'était passé dans cette maison, les mécanismes psychologiques mis en place par Inès pour briser puis reconstruire l'identité de ces hommes, créant une dépendance totale qui transcendait même l'instinct de survie. La note manuscrite trouvée dans la malle, que Dieu me pardonne, je n'ai rien pu faire. Elle les a tous gardés pour elle, était de la main du père Thomas. Elle résumait son sentiment d'échec absolu face à une situation qu'il n'avait ni comprise ni pu empêcher. Elle témoignait aussi d'une vérité troublante. Inès n'avait pas simplement possédé ces hommes au sens légal du terme, elle les avait possédés psychologiquement, émotionnellement, totalement. Aujourd'hui, les ruines de San Rafael sont envahies par la végétation tropicale. Le cimetière où reposent les 18 hommes est presque invisible, caché sous des années de croissance sauvage. Seuls quelques historiens locaux connaissent l'histoire et la racontent à voix basse, toujours avec une certaine réticence, comme si prononcer ces mots risquait de réveiller quelque chose qui devrait rester enterré. L'histoire d'Inès Salazar, la veuve de San Rafael, demeure l'un des cas les plus troublants et les moins documentés de l'histoire coloniale cubaine. Elle pose des questions dérangeantes sur la nature du pouvoir, les limites de la domination et les perversions possibles de l'isolement absolu. Elle révèle aussi de manière glaçante comment les structures oppressives de l'esclavage pouvaient être détournées de manières impensables, créant des horreurs qui échappaient même aux catégories morales de l'époque.
Certains voient dans cette histoire un exemple extrême de la corruption que le pouvoir absolu engendre. D'autres y lisent une parabole sur la nature humaine et sa capacité à créer des enfers privés, même dans les systèmes déjà infernaux. Quelques-uns suggèrent qu'Inès était une femme profondément traumatisée qui avait trouvé dans son statut de propriétaire d'esclaves un moyen de compenser les oppressions qu'elle-même subissait en tant que femme dans une société patriarcale rigide. Mais au-delà des interprétations, subsiste une question simple et terrifiante. Tout cela est-il vraiment arrivé? Les documents retrouvés sont-ils authentiques ou des fictions créées pour servir un but moral ou politique? Les témoignages sont-ils fiables ou déformés par le temps et les préjugés? L'histoire d'Inès et de ses 18 esclaves est-elle un fait historique ou une légende urbaine qui a pris l'apparence de la vérité? Les archives de Santiago de Cuba contiennent bien les traces d'une plantation nommée San Rafael, d'un certain Rodrigo Valverde mort en 1847, d'une veuve nommée Inès. Mais les détails précis de ce qui s'est passé dans cette plantation, l'existence même des 18 hommes et de leur mort simultanée, restent invérifiables. Les documents ont été scellés, perdus ou détruits. Les témoins sont morts depuis longtemps. Il ne reste que des rumeurs, des fragments, des histoires racontées à voix basse dans les nuits tropicales de l'Est de Cuba. Et peut-être est-ce mieux ainsi, car certaines vérités, si elles existent vraiment, sont trop troublantes pour être pleinement révélées à la lumière du jour. Elles appartiennent à ces zones grises de l'histoire humaine où se mêlent le pouvoir, la folie, la cruauté et peut-être, dans une perversion ultime, quelque chose qui ressemblait à de la dévotion. Voilà l'histoire de la veuve de San Rafael et de ses 18 esclaves. Croyez-vous que tout cela soit vraiment arrivé? Ou n'était-ce qu'une légende créée pour effrayer et moraliser?